Pour notre 5e enquête de Ghost Incorporate, nous allons nous rendre dans la maison à la Tour, sur les traces de Jules Verne, où il a vécu de 1882 à 1900, sur Amiens. Cette demeure deviendra un musée vivant et interactif en 1980. Après un remarquable travail de rénovation architecturale, scénographique et artistique, cette maison, conçue sur 4 étages, recrée l'atmosphère d'une demeure bourgeoise du 19e siècle. Elle met en scène la vie familiale et publique, ainsi que l'œuvre et les centres d'intérêt de l'écrivain. Elle rassemble une collection impressionnante d'ouvrages et d'objets ayant appartenu à Jules Verne, ainsi qu'à son éditeur Pierre-Jules Hetzel. Du jardin d'hiver au grenier, elle continue d'être habitée, imprégnée des rêves et des explorations imaginaires de Jules Verne, comme s'il n'avait jamais quitté sa table de travail, là-haut au 2e étage. Il écrira de nombreux ouvrages, y inventa ses voyages extraordinaires et les aventures de ses héros. C'est avec M. Sinoquet, responsable passionné de ce lieu historique et littéraire, que nous allons découvrir ce lieu magique, ainsi que son histoire et des anecdotes inédites. Est-ce que je parle d'abord un petit peu de la maison quand même, parce qu'il y a besoin de dégager 2-3 pistes. Ouais. Alors cette maison, elle est, parce qu'elle est, bien sûr, elle a une histoire avant Jules Verne et une histoire après Jules Verne. D'accord. Hein, puisque lui ne vit ici que de 1882-1900. Donc la maison, elle est construite en 1854. D'accord. Hein, alors elle est construite pour un notaire amiénois qui en fait ce qu'on appelle un immeuble de rapport, c'est-à-dire qu'il voue ce bâtiment-là à la location. Ah oui. Alors, il faut essayer de s'imaginer la maison à l'époque de Jules Verne. Bon, il n'y a pas ce... Voilà, on va la voir là. Vous n'avez pas cette aile de, vous voyez, l'aile de bâtiment qui est là n'existe pas. D'accord. Hein, donc ici, le bâtiment ici, hein, c'est une espèce de grange. En bas, or c'est un peu plus compliqué. C'est en fait, donc un bâtiment annexe, à l'étage très certainement les logements des domestiques, au rez-de-chaussée, bon, peut-être des remises, les écuries, la cuisine qu'on voit mal, bon, elle est... D'accord. Voilà. Donc là, on peut dire qu'ici, on serait la partie technique, ça serait alors, là. La cuisine, et puis ici, à peu près, la dernière fenêtre ici, c'est une salle à manger qui est utilisée au quotidien. Donc il y a comme souvent ça se fait dans les bâtiments bourgeois, on a une salle à manger pour tous les jours, et puis on a une salle à manger d'apparat qui est là. Voilà. On est en plein 19e, on est bien avant l'Art Nouveau. Donc on va retrouver entre autres du néo-gothique, très en tendance. Ah oui. La belle salle à manger. Donc là on est en plein néo-gothique, bon ça c'est clair que c'est un style à la mode, Viollet-le-Duc restaure les cathédrales, les romans de chevalerie, Victor Hugo et Notre-Dame de Paris, le médiéval est à la mode. Voilà. Et donc, ensuite, ce qui advient dans cette maison, c'est que chaque pièce une époque. Oui, il y a chaque pièce une époque, et surtout par rapport à l'histoire de cette maison, c'est que les décors muraux, j'insiste sur les décors muraux et pas sur le mobilier, sont restés au rez-de-chaussée à peu près dans l'état où Jules Verne a pu les connaître. D'accord. Alors donc Jules Verne ici, Jules Verne dans cette maison, donc ça, c'est en 1882 qu'il arrive. Donc là, à ce moment-là, il est au sommet de sa popularité. Il a écrit ses plus grands romans, et donc il vient chercher ici un logement, disons, à la hauteur de son standing d'écrivain à succès, avant toute chose. C'est ça qu'il vient chercher. Et donc, elle le trouve ici, et donc c'est une période, c'est une grande période. Faste, alors qui va connaître aussi sa période sombre à un moment, mais c'est une période où il reçoit beaucoup. Il reçoit d'abord la bonne société amiénoise, il va aussi recevoir beaucoup de journalistes. Forcément, le succès aidant. Parce que le gros succès, c'était avec 20 milieux sous les mers en 1870, c'est ça? Non, enfin, le plus gros succès, c'est le Tour du Monde. Le Tour du Monde, oui. C'est le 1872. 72, d'accord. Donc, le Tour du Monde en 80 jours et son best-seller. C'est vraiment ça qui le fait changer d'un point de vue revenu, confort et tout ça. D'abord, c'est à partir de 72 qu'il va peut-être être un des rares écrivains à avoir un revenu mensuel, ce qui est assez rare pour le coup. Oui, parce que ses concurrents, si je puis dire, Hugo, eux, ils étaient payés plutôt à l'heure, alors que lui, il était payé à l'année, c'est ça? Oui, ça, voilà, parce qu'il avait un contrat. Voilà, avec Hetzel. Avec Hetzel, où il devait quand même
donnait 3 romans par an, et donc forcément... Ouais, c'est quand même quelque chose, hein, ça, il devait amasser du bout du matos. Hein. Sur l'accident de neveu, c'est 86, justement. Ça a eu lieu ici, non? Alors, ça a eu lieu dans la rue. Ah ouais. Là, au coin, normalement, Okay. de ce qu'en dit la presse de l'époque. Ouais. Hein, le neveu, donc Gaston, souffrait de certaines... Bon, Bipolaire, non? Oui, alors forcément à l'époque on n'avait pas... Ouais, la psychiatrie était... Bon, il souffrait de troubles psychiatriques voilà. assez sévères, puisqu'il arrive ici armé d'un pistolet, il tire sur son sur sa tire, jambe. et là, il y a une balle qui se loge dans sa jambe, une autre qui part, on ne sait pas où est-ce qu'elle est, une balle perdue, quoi. Et donc en fait, comme Jules Verne est diabétique, ça va être un problème chirurgical, d'autant que les techniques chirurgicales ne sont pas celles d'aujourd'hui. Et donc là, Jules Verne va devoir un petit peu ralentir son mode de vie, hein, donc de voyage, de rencontres et tout ça. Et c'est là qu'il va s'intéresser fortement, encore plus fortement, il était déjà très intéressé à la vie locale d'Amiens, mais encore plus fort à la vie. Donc, et là, avec le siècle et avec surtout le mandat de conseiller municipal. C'est ça. Hein, 88 à 1904, quand même 16 ans de mandat municipal, donc c'est pas... Ouais, c'est pas rien. Ouais, c'est pas rien. Ah ouais. Voilà. Donc, alors, ce qu'il faut se souvenir du point de vue de la maison, c'est que cette partie-là n'existait pas dans le temps du Verne. C'est celle où on a pris le plus de liberté, donc forcément d'un point de vue aménagement. Entre autres, on avait la nécessité d'installer un deuxième escalier. Ici, qui a été installé. Et on part souvent d'épisodes qui n'ont rien à voir donc avec la vie animale. Donc ici, on est dans la période des débuts littéraires de Jules Verne à Paris, de ses premiers grands voyages, entre autres le voyage à bord du Great Eastern, où il va visiter les États-Unis. On insiste beaucoup sur Jules Verne voyageur, parce que d'abord, souvent... Oui, il est souvent décrié parce qu'on disait que c'était plus un rat de bibliothèque qu'un aventurier. C'est un aventurier, c'est un voyageur. C'est un voyageur. C'est un voyageur, il voyage certainement un peu plus que la moyenne des gens de son temps. Il va quand même aux États-Unis, il va quand même aller à bord de ce paquebot, il va visiter New York, les chutes du Niagara, il va aller en Scandinavie, il va aller en Écosse, et puis bon, il va être propriétaire de bateaux. Les Saint-Michel. Il y en a eu 3, c'est ça? Il y en a eu 3. Alors, au premier étage, aussi là dans cette salle, on va parler un petit peu du travail d'éditeur de Pierre-Jules Hetzel. Oui, avec sa marque de fabrique. Sa conception du livre, parce que Pierre-Jules Hetzel visait, avec l'œuvre de Jules Verne, il visait un jeune public, un public alors adolescent hein, quand même. Et donc, mais il y a aussi, pour bien voir les choses, il va surtout travailler sur la forme du livre. C'est-à-dire que le livre, il faut qu'il soit beau, pour être un cadeau, pour être... C'est ça. Et en même temps, il y a l'introduction de l'illustration, donc qui n'était pas nouvelle, mais vraiment, il y a un travail plus sérieux, plus vraiment cadré du rôle de l'illustration dans le livre, hein, à la fois qui amène à ce que le texte soit allégé d'un certain nombre de descriptions qui souvent alourdissaient le texte, et de l'autre, l'illustration permet de mieux rythmer la lecture du jeune public. Le fameux mobilier de salon hein, de Pierre-Jules Hetzel. Alors ici, au premier étage, se trouvaient les chambres à coucher. Nous n'avons aucune source d'archives pour nous dire comment elles étaient organisées, quel était le découpage des pièces. Il faut savoir que Jules Verne, alors on a quand même quelques éléments, on en a vu tout à l'heure, on a vu quelques photos rapidement, on a des archives photographiques, on a aussi les témoignages des journalistes qui venaient rendre visite à Jules Verne, parce qu'en plus Jules Verne, non seulement content de recevoir ces journalistes hein, qui venaient du monde entier, faisait visiter sa maison, sauf qu'il ne faisait pas visiter le premier étage. Donc on ne sait pas, alors la question qui taraude souvent les gamins en visite guidée, c'est où se trouvait la salle de bain. On ne sait pas. On ne sait pas, à l'époque en plus, si on disait, il y avait vraiment une salle de bain. Ouais. Alors revenons quand même à ce mobilier. Donc ce mobilier-là, voilà, c'était la manière dont Hetzel travaillait, considérait que c'était plus sympa d'avoir du mobilier confortable dans un bureau plutôt que quelque chose de fonctionnel. Donc on veut dire sur le canapé, ce sont dessinés plus ou moins les plans de carrière de certains romans. Et surtout, il a reçu dans ce salon, il a reçu tous les grands de la littérature du XIXe, puisqu'il a été l'éditeur de Balzac, l'éditeur de Victor Hugo, l'éditeur et l'ami de George Sand, il a édité Vigny, Musset, il a édité Jules Verne, Ivan Tourguenieff, le grand
auteur russe dans ses traductions, dans les premières traductions françaises. Alors ici, cette salle-là, rapidement, je ne montrerai pas dans le détail, elle va parler surtout d'éléments qui sont quelques liens entre Jules Verne et sa vie d'adoption, le conseil municipal, la vie culturelle. Jules Verne participe à la vie de nombreuses associations, à l'époque on disait encore associations, des sociétés. Oui, puisque les lois 1920 n'étaient pas encore pas faites. Donc là, entre autres, l'Académie des sciences, lettres et arts, la société industrielle. Donc il y a vraiment une implication. Jules Verne, quand il arrive à Amiens, il ne tourne pas le dos à sa vie d'adoption. La fameuse question du cirque, non seulement bien sûr la construction pour laquelle il a pesé tout son poids, et en même temps sa passion pour le cirque, pour le spectacle. Le travail de restauration de l'illustrateur belge François Schuiten, donc bruxellois, grand fan de Jules Verne, qui nous a aidés, qui c'est lui aussi qui a fait la tour, qui a fait proposer le sommet de la tour. C'est ça, comme un observatoire. Ouais, voilà. Cette cabine de bateau qui raconte donc le Jules Verne plaisancier. C'est ça. Donc trois bateaux, donc les Saint-Michel. Saint-Michel 1, 2 et 3. Le troisième c'est celui-là. 33 mètres de long, voile et vapeur, c'est un yacht, c'est vraiment de la même envergure que les yachts qu'on voit aujourd'hui dans des ports comme Saint-Tropez. 10 hommes d'équipage quand même. Ça montre que Jules Verne, a quand même les moyens de... Alors il dit bien que c'est une folie dans sa correspondance, mais il a les moyens de sa folie. Et là, donc, il reprend... il reprend les voyages. Les voyages. Donc en 78, il va surtout exaucer la Méditerranée. 79, retour en Écosse où il était déjà allé. Génial. Alors, on voit bien 81, une balade en mer du Nord jusqu'à Copenhague. Et 84, retour d'une grande croisière en Méditerranée. Qui l'amènera jusqu'à Naples et aux abords de Rome. Parce que nous, on est originaire d'Abbeville, mais on dit que le Crotoy aurait inspiré Jules Verne dans l'écriture de 20 milieux sous les mers. Parce qu'apparemment, il avait un atelier à l'extérieur où il écrivait énormément. D'abord, de cette maison qu'il avait en location. Alors d'abord, le Crotoy et le lieu et le temps, la période où il vit au Crotoy, c'est le moment où il écrit 20 milieux sous les mers. Ça, c'est clair que c'est un roman qui a été écrit quasiment exclusivement au Crotoy. Peut-être quelques détails près. D'accord. Donc ça, premièrement. Deuxièmement, là, il va d'abord écrire dans sa maison, c'est quand même plus confortable. Il revendique le fait d'avoir écrit certaines pages dans son premier bateau, dans le Saint-Michel. Ah oui. Voilà, ça, c'est au moins, on en est sûr, parce que ça, c'est revendiqué par Jules Verne. Après, le reste, toujours un peu compliqué. Jules Verne a toujours traîné avec lui un certain nombre de légendes sur lesquelles il faut faire le tri. Et en même temps, ceux qui ont écrit des biographies en ont quelquefois rajouté. D'accord, oui. Donc, alors là, il nous manque quelques éléments pour savoir si ça occupait toute la pièce ou si ça n'occupait qu'une partie de la pièce. Il y avait d'autres pièces après. Donc ça, et puis donc les éléments de la bibliothèque, on en a là. Ici, ce sont vraiment des éléments. Ah, c'est des éléments d'origine. Ici, ce sont des documents dont on est à peu près certain que Jules Verne les a utilisés comme source de travail. Donc la fameuse Nouvelle Géographie. Ah d'accord, donc rien à voir avec le National Geographic qu'on disait tout à l'heure. C'est vraiment une source d'inspiration. C'est ça. Il va chercher, en plus Reclus vraiment rénove complètement on va dire la science géographique. C'est vraiment, il la modernise, il a introduit des éléments de ce qu'on appelle aujourd'hui la géographie humaine. Il y a vraiment quelque chose d'assez formidable dans cette œuvre. Aujourd'hui, Doré n'a pas illustré Jules Verne. Donc d'autres illustrent, même si Doré a travaillé pour Hetzel. Alors la deuxième partie de la pièce, c'est Le Tour du monde en 80 jours, donc c'est son best-seller. C'est ce qui amène Jules Verne à être l'écrivain français le plus traduit dans le monde, encore aujourd'hui. Toujours aujourd'hui. Aujourd'hui, deuxième, au plan de toutes les langues réunies, deuxième écrivain après Agatha Christie. C'est terrible quand même, parce que lui, il se disait être un écrivain besogneux par rapport à ceux qui avaient, comme Victor Hugo ou Zola, vraiment une facilité d'écriture. Lui, c'était plutôt un bosseur.
C'est un bosseur, oui, mais bon, il a quand même quelques traits de génie. Ouais. Mais c'est vrai que... Alors après, bon, je sais pas bien pour les autres. Hein. Peut-être aussi qu'on exagère un peu leur côté... Oui, à Alors, l'époque... Hugo est très certainement peut-être un génie. Zola était tout simplement parce que Zola a écrit énormément aussi. Mais Victor Hugo était aussi un génie au niveau du paranormal, puisqu'il avait fait, il communiquait avec des grands de ce monde, hein, quand même. Donc si on va aller par là, je pense que la psychologie du personnage Jules Verne et la psychologie de Victor Hugo, à mon avis, c'était pas les mêmes. Il y en avait un plus discret que l'autre. Et je pense qui est qui, quoi. Deux scaphandres autonomes, il existait déjà. Bon, le moteur électrique, non, mais les sous-marins avaient déjà... Ou même la fusée, Alors, le grenier, alors je vous rassure, le clairon n'a pas appartenu à Jules Verne. D'accord. Donc, d'abord, ça, c'est un travail que nous ont fait les scénographes, un peu de fouillis de grenier. Ouais, mais c'est super. Mais à l'intérieur, donc ce qui est important, c'est un petit peu ce que, au-delà de l'œuvre, Jules Verne nous a laissé en héritage. Donc on va retrouver beaucoup de choses liées au théâtre, aux adaptations théâtrales, y compris aux adaptations pour le théâtre de marionnettes. On a quand même quelques petites richesses en termes de collection. Et puis, là, le grand héritage, c'est le cinéma. Le cinéma qui, dès le départ, va s'inspirer de Méliès, Méliès et son voyage dans la Lune. Alors, on n'a pas d'affiche pour le film de Méliès, c'est bien dommage. Mais donc, tout au long de l'histoire du cinéma, on va retrouver des adaptations, de l'œuvre. C'est donc après une visite immersive de presque 1 heure que nous nous mettons en place pour débuter notre investigation. Baignons dans l'ambiance de ce lieu chargé, et malgré un peu de pollution sonore provenant de la rue, mais qui sera atténuée par les étages. L'excitation et la soif de résultats nous accompagnent pour notre début d'enquête. Bien. Bonjour à tous. Nous sommes en compagnie de Véronique, Édouard et moi-même, Jean-Pierre, l'équipe de Ghost Incorporate, et nous sommes le 24 octobre 2018 et nous avons la chance de pouvoir enquêter dans la maison Jules Verne, là où il a été pendant 15 ans conseiller municipal sur la ville d'Amiens et forcément l'écrivain mondialement connu Jules Verne. Donc nous sommes en pleine journée, mais ce n'est pas un frein pour nous puisque nous avons pris parti, si hantise doit y avoir et si effets paranormaux il doit y avoir, ça doit se passer aussi bien la nuit que la journée. Donc volontairement, on a voulu que cette enquête se fasse de journée. Voilà. Donc on est muni de nos matériels habituels, Melmeter, K2, enregistreur numérique. Et on va tenter donc d'interpeller dans différents endroits l'âme de Monsieur Verne ou alors ses habitants, sa femme Honorine, son fils Michel, et puis peut-être les journalistes qui ont visité Jules Verne, qui sont venus régulièrement venus le voir, et pourquoi pas son fils également et ses sœurs. Voilà. Donc là, on se trouve dans le salon gothique. Et je présume que M. Verne a dû inviter de nombreuses personnalités locales. Est-ce qu'une âme, une entité, est présente avec nous aujourd'hui? Si c'est le cas, faites un bruit. Faites grincer une armoire, le parquet. Durant cette séquence, nous entendons ce que nous interprétons comme une voix de femme, nous interpellant, puis un souffle proche de nous. Cela ne peut être les 2 personnes présentes à l'accueil, qui sont 2 étages en dessous. Verne, ou alors ses habitants, sa femme Honorine, son fils Michel, Honorine, son fils Honorine, son fils Honorine,
son fils Michel. Est-ce qu'une âme, une entité, est-ce qu'une âme, une entité, une entité, alors la température ambiante est de 23 degrés. Il fait bon, il fait très très bon. Y a-t-il une présence avec nous, monsieur Verne? Honorine, êtes-vous présente dans ces lieux? Michel? C'est quoi ça? On aurait dit que... C'est dehors? Ça faisait comme si c'était un animal qui marchait sur le plancher. Une sorte de battement d'aile un peu, mais c'est dehors. C'est dehors? Ah non, ça, hein, pas l'impression non plus. Des petits bruits comme des grattements ou des petits pas nous interpellent. Comme si cela se passait derrière Jean-Pierre. Quelque chose d'assez troublant sur le moment. C'est quoi ça? Est-ce vous qui avez tenté de nous faire signe, Honorine? En tout cas, sachez que c'est un honneur pour nous d'être là présent en ces lieux. Et je sais que votre mari était un précurseur dans de nombreux domaines. Et visiter sa demeure est un honneur pour nous. Alors tout à l'heure, en discutant avec l'un des responsables du site, il a été évoqué malheureusement un accident qui a eu lieu entre Jules Verne et son neveu, qui lui a malheureusement tiré une balle dans la jambe. Donc Jules Verne a été conseiller municipal sur la ville d'Amiens pendant une quinzaine d'années et il avait pour habitude de travailler énormément, aussi bien pour sa ville que pour les œuvres qui lui étaient commandées par Monsieur Hetzel. Est-ce que vous pourriez faire un signe distinctif s'il vous plaît? Taper contre une porte, faire grincer le plancher. Allez-y. Quelques bruits parasites extérieurs. Il faut savoir que nous avons la chance d'avoir le site que pour nous. Il n'y a pas de visiteurs aujourd'hui. Pas de variation de température. Pas de phénomène de voix électronique. À la réécoute, on essaiera de voir s'il y a eu des réponses à nos questions. On va essayer de changer de salle
et parce qu'on va essayer d'interpeller un peu plus les entités présentes ici, s'il y en a, à l'étage, parce que vous entendez actuellement des personnes qui discutent, c'est des personnes qui travaillent actuellement. Nous ne sommes pas seuls dans le site, car il y a encore les administratifs qui sont présents. Est-ce que vous êtes d'accord pour nous accompagner pendant notre périple de la maison Jules Verne? Alors, ambiance complètement différente, beaucoup plus claire. On va aller sur le tapis, Véron, ça évitera de faire trop de bruit. Là, on a perdu 2 degrés d'une pièce à une autre. Véro, tu veux tenter une petite interpellation? Un peu plus tard, je sais pas, je trouve qu'il y a trop de bruit parasite, c'est pas évident. C'est pas évident, hein? Non, on n'est pas trop dans l'ambiance. Ah, moi j'y suis déjà. Un peu quand même. Ouais. Faut savoir que une personne qui nous avait interpellé par les réseaux sociaux nous avait dit que peut-être nous aurions des résultats aujourd'hui. C'est vrai. Donc ça serait intéressant que l'un des habitants, peut-être monsieur Riquet, qui était l'ancien propriétaire, un notaire, qui a acheté cette bâtisse, qui a été louée par la suite à monsieur Verne et à Honorine, son épouse. Est-ce qu'une âme, une entité est présente avec nous aujourd'hui? Je tiens dans ma main un cadeau. Monsieur Verne est peut-être friand des petites lumières qui clignotent. Voilà, c'est un appareil qui calcule les champs électromagnétiques d'une pièce. S'il y a des variations, eh bien, de la lumière verte, on pourrait passer du orange au rouge. Qui que vous soyez, essayez de jouer avec, s'il vous plaît. Manifestez-vous. Envoyez-nous un signe, quel qu'il soit. Un bruit ou aussi quelque chose de visuel. Il y a des miroirs ici. On sent beaucoup d'énergie, moi je sens beaucoup d'énergie, mais c'est aussi parce qu'on a là une rue assez passante qui est très très proche. Il y a pas mal de lumière. Alors d'une pièce à une autre, on est passé de 23 degrés à 20 degrés. Est-ce que vous pourriez, de manière significative, faire baisser la température si une entité est présente auprès de nous? Écoutez, on va continuer à avancer dans votre maison, monsieur Verne et madame Verne. Alors, monsieur Verne, vous avez fait des études sur Paris. Vous êtes né le 5 février 1828 à Nantes. Et une vingtaine d'années plus tard, vous êtes allé faire des études
sur Paris. Il semblerait que sur Paris, vous avez eu la chance d'être initié au paranormal, aux séances de spiritisme, qui étaient à la mode à l'époque, avec l'un des fils d'Uma. Est-ce vrai? Avez-vous eu des résultats en votre temps? Des défunts ont-ils réussi à communiquer avec vous? Vous vous ennuyez un petit peu dans vos études de droit. Vous étiez intéressé par beaucoup de choses, comme les opéras, la poésie. C'est sans doute sur Paris que vous avez dû rencontrer le grand éditeur Hetzel, qui avait déjà signé Zola, Victor Hugo. Et il vous a proposé de travailler pour lui. Monsieur Hetzel est-il présent avec nous aujourd'hui? Tout à l'heure, Monsieur Verne, nous allons écouter un de vos poèmes qui a été mis en chanson dans les années 90. Peut-être que cela va réveiller en vous une certaine émotion et peut-être vous allez nous laisser un message, un signe. L'âme continue-t-elle après avoir quitté son enveloppe corporelle? Pas de réaction de MF, pas de réaction de K2, pas de bruit suspect pour le moment. Nous continuons notre déambulation, nous allons accéder à l'étage, Monsieur Verne. Après, si une autre entité présente en ces lieux veut se faire connaître, elle sera la bienvenue également. Monsieur Hetzel a été l'un des premiers à vous faire confiance, à faire confiance à votre talent, qui est maintenant mondialement reconnu. Nous sommes devant une devanture de livres où vos plus grandes œuvres ont permis à un jeune public de pouvoir voyager grâce à votre puissance imaginative. 20 milieux sous les mers. Le tour du monde en 80 jours. Là, nous allons arriver dans la partie un peu intime de la maison. Oula. Non, c'est bon. C'est ni plus ni moins les vitrines qui
Tiens, ramène-moi le cadeau là. Tiens, prends-moi ça. Un peu. Celui-là. Ça bouge pas. Vous entendez un bruit ou pas là? Non. Si, il y a un bruit. Un petit bruit, oui. Oui, donc c'est les vitrines étant éclairées, il doit y avoir des champs électriques qui doivent se balader dans la maison. Là, au niveau de variation de température, on est passé de 20 à 22, mais c'est normal dans la mesure où on a monté un étage. Alors ici ont été reconstitués le bureau d'édition de Monsieur Ezel, où les décisions par rapport à vos romans étaient prises sur ces fauteuils. Est-ce qu'une entité, une âme... Un son grave capturé par l'enregistreur numérique se fait entendre, comme une voix d'homme, l'exemple type de ce que l'on appelle un phénomène de voix électronique ou PVE. Hormis cela, impossible d'identifier la source de ce genre de bruit. Est-ce qu'une entité, une âme... Est-ce qu'une entité, une âme... Est-ce qu'une entité, une âme est présente avec nous aujourd'hui? N'hésitez pas à venir... Alors je sais bien qu'on est un petit peu cavalier dans notre façon d'aborder votre rencontre, mais sachez que nous venons avec de bonnes intentions. Nous ne sommes pas là pour saccager, nous ne sommes pas là pour vous faire du mal. Nous tentons seulement d'avoir une preuve d'un lien entre notre univers et votre univers. Actuellement, nous parlons des multivers. Y a-t-il une vie après la mort? Est-ce que l'âme persiste après avoir abandonné son enveloppe charnelle? Nous profitons du calme des étages pour utiliser nos différents appareils et pousser les interpellations. Si jusqu'alors les résultats en temps réel sont très minces, au fur et à mesure de l'enquête, l'ambiance va devenir plus intense. Nous avons la sensation que quelque chose perdure dans le lieu. Alors ici nous sommes plus dans un bureau où Monsieur Verne exerçait sa fonction de conseiller municipal. Il était chargé aux affaires de la culture. Et c'est grâce à vous que subsiste un monument qui est classé, qui s'appelle justement le Cirque Verne. C'est un bâtiment pour lequel étaient dédiés les arts du spectacle et du cirque. Donc vous étiez très, très admiratif et très fervent client, si je puis dire. Vous étiez un homme discret en qualité de conseiller municipal, mais vous étiez chargé aux affaires culturelles et de nombreuses personnes sont venues dans cette demeure. Est-ce que l'une d'entre elles veut nous faire part d'une anecdote? Alors le cirque d'Amiens, on peut l'apercevoir au-dessus de cette porte.
avec une conception architecturale magnifique. Nous avons également mis au sol, Monsieur Vergne, un pod qui lui aussi calcule les champs électromagnétiques. Et si vous vous en approchez, ou alors si une âme, une entité veut s'en approcher, eh bien sachez que des petites lumières vont s'allumer. Voilà. Alors soit c'est la lumière qui est présente, ou soit il est... Ou alors c'est qu'il y a un champ électromagnétique qui se balade. Il y a soit un courant... Alors... Alors, Monsieur Vergne, ça fait maintenant une demi-heure que nous sommes, même plus d'une heure que nous sommes dans votre maison. Est-ce que vous êtes présent en ces lieux? Honorine? Michel? Monsieur Verne? Vous êtes présent, Monsieur Verne? Au témoin d'un doute, est-ce vous qui venez de faire fluctuer le K2, le pod? C'est vous? Est-ce que cela vous dérange? Est-ce que je fais trop de bruit? Tout à l'heure, j'ai une petite surprise pour vous, Monsieur Vergne. Je vous ferai écouter une chanson qui a été mise en musique par un artiste. Et le poème, c'est un des vôtres. Pas de variation de température, pas de fluctuation du mètre, pas de réaction du K2, il y a juste le pod qui bug un peu. Alors Christian Pépi, il disait que si le pod est trop près du K2, il peut y avoir des interactions entre elles. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais éloigner les K2. Est-ce que vous êtes présent à l'étage? J'ai l'impression que ça bug. Qu'est-ce qu'on fait? On le réinitie ou pas? Peut-être les vibrations, tu sais, parce que ça vibre vachement. C'est un vibrapod aussi en même temps? Non, mais je sais pas. Je pense que ça a plus à faire avec les champs électromagnétiques qui se baladent, les courants électriques, puisque nous sommes entourés de lumière. Il y a de fortes chances que ce soit ça. Alors c'est vrai qu'on est bardé de matériel, mais une des preuves les plus tangibles, ce serait de venir nous toucher.
ou alors de nous entourer d'un froid, de faire varier les températures. Je me suis permis d'éteindre le pod. Michel, êtes-vous présent en ces lieux? Apparemment, votre papa était assez dur avec vous. Il vous a même envoyé en maison de correction. Écoutez, on va continuer notre promenade dans votre maison. Et nous allons nous diriger vers l'étage. Alors, Monsieur Verne, je vais vous mettre la chanson promise tout à l'heure. On sait que vous étiez une personne sensible, et j'espère que vous serez sensible à l'écoute de cette chanson. Sur le port, une tendre mère, de sa faible main, salut, elle donne à son fils marin qui part, l'abandonne, puis dans son adieu, à la fin de vierge, elle fait le vœu de brûler un cierge. Si son pauvre fils, sauvé de l'orage, revient au pays, revient au rivage, et puis chaque matin, après sa prière, elle dit, demain, il verra sa mère. Joyeux matelot qui cherchait la dune au milieu des flots, monté dans la lune. Et des quatre doigts ornement il a 12 fois caloté de mousse. Alors tout va bien, c'est signe de joie. Sous son mât qui tient, le navire ploie, puisque l'officier a de la tirette sur de son cavalier, braqué la lunette. Joyeux matelot qui cherchait la dune au milieu des flots, montés à la une. Et c'était Serge Kerval, la chanson des Gabiers, avec des paroles de Jules Verne. Voilà, Monsieur Vergne, une de vos chansons, un de vos poèmes qu'un artiste a mis bien plus tard, après votre mort, en musique. Alors vous avez été mondialement, et vous êtes toujours mondialement connu, vous êtes l'auteur le plus lu au monde. Je présume que cela doit vous toucher d'avoir entendu ce morceau. Véro, si tu veux essayer d'interpeller, là on est un peu plus tranquille. Du bruit, c'est pas facile. Non, c'est pas facile.
suis permis de reprendre quelques vers de votre poème. Joyeux matelot qui cherchait la dune, au milieu des flots, monté dans la hune. En montant à bord, vous voyez naguère, en pleurs sur le port, une tendre mer. Vous avez fait beaucoup de séjours dans la petite ville côtière du Crotoy. Vous avez eu le privilège de rencontrer des marins. Cette maison est-elle habitée vraiment par d'autres personnes que les personnes qui viennent y travailler chaque jour? Est-ce qu'il y a d'autres habitants ici? La lumière s'est abaissée d'intensité. Cette lumière-là, c'est vrai. On entend un craquement aussi. Faites varier l'intensité des lumières, des LED. Je suis sûre que cette maison est habitée. Mais voilà, c'est pas vraiment les conditions idéales. Ici encore, on peut entendre un beau PVE qui murmure fortement. Ce n'est en aucun cas l'un d'entre nous. Étant tout près de l'enregistreur numérique, ce son semble être dans la pièce, mais plus éloigné. Bien qu'on soit seul dans cette maison, ça c'est vraiment, top. Ça, c'est vraiment très bien. Par contre, l'heure n'est pas la meilleure puisque... Il y a les bruits de la vie extérieure, c'est sûr. Cette maison se situe en plein centre-ville d'Amiens. Il y a une voie ferrée pas très loin, il y a des vibrations. Mais on sent quand même qu'il y a une énergie, ouais. Une ambiance vraiment particulière. Moi, je suis venue souvent ici. Et même quand il y a du monde, parce qu'elle est quand même souvent visitée, on ressent vraiment des émotions assez fortes de tout ce qui a pu se produire ici. En plus, entouré de tous ces magnifiques objets qui sont pour la plupart qui ont appartenu à Jules Verne ou à son éditeur. Après le reste, bon, ça a été reconstitué par un antiquaire. Mais il y a vraiment un esprit très particulier qui règne ici. Après, c'est dommage qu'on ne soit pas là la nuit. Je suis un petit courant d'air froid là. Enfin, isolé de tout bruit parasite extérieur. Mais bon, après, il y a aussi tout ce qui est visuel. Alors, tu vois, ça baisse là. Faites varier l'intensité. L'intensité de la lumière du bureau, moi j'ai cru la voir. Ça a baissé encore. J'ai cru voir cette lumière baisser. Regarde, ça baisse encore. Est-ce que c'est vous, monsieur Au Verne? niveau de l'intensité, de la température, tu dis. Ouais, j'ai eu un ressenti sur mon côté gauche et ça continue de baisser. Ouais. Encore. Ça, c'est génial. Je vais essayer avec celui-là aussi. Pas vraiment de raison pour que ça baisse comme ça. Non, et puis j'ai senti vraiment un courant d'air. Est-ce vous, monsieur Verne, qui est présent dans votre bureau, à ma gauche? Bon, donc je précise que nous sommes vraiment tout à côté du bureau qui servait à Jules Verne pour écrire ses œuvres. Après, il n'est pas accessible parce qu'il est vraiment tout petit. Et puis, bon, enfin, on peut le voir très bien. Mais, je pense qu'on a cassé la connexion là. Mais il n'est pas accessible. Parce que là, ça y est, ça remonte là. On était à 21,5 et là, on est de nouveau à 22. Là, j'ai 21 moi ici. C'est vrai qu'il y a des différences importantes. Alors, est-ce que c'est... Est-ce que Edouard vous a bousculé, monsieur Verne, en se rapprochant de votre bureau? Est-ce que vous pouvez encore, de manière significative, refaire baisser, comme vous venez de le faire, la température du melmetteur? C'est le petit appareil, le petit boîtier que je tiens dans la main gauche. J'ai vraiment ressenti sur le bras gauche une baisse de température.
Et là, depuis qu'elle est passée devant, c'est reparti. Faites varier l'intensité des lampes aussi. Et là, tu vois, regarde, on est à 22,5, alors tout à l'heure, on est descendu de 21. Moi, je suis Il y a eu un... Il y a eu un cadeau, là, non? Non, c'est ça. 21. Non. Regarde, ton truc, il bouge aussi, là. Oui, effectivement. Alors, est-ce que... C'est peut-être les lampes. Tout le système d'éclairage ici, parce que c'est vraiment... il y a vraiment un système d'éclairage très... Attends, vous avez entendu, là, le cadeau, là? Monsieur Vergne, là, ça se manifeste. est-ce que vous nous faites l'honneur d'être présent avec nous maintenant? Ou alors, une entité quelle qu'elle soit. Le portable qui est à la droite du K2 est en mode avion. Ça fait quand même beaucoup là. Variation de température, sensation au niveau de mon bras gauche. Réaction du K2 à deux endroits différents, un tenu par Véronique et un posé au sol. Monsieur Verne, est-ce que la chanson que vous avez écoutée tout à l'heure vous touche? Si c'est le cas, bougez la porte. Puisez dans notre énergie s'il le faut. De nouveau, une petite baisse significative de la température. On est passé de 22,5 à 21,1 à 22,1 pardon. Est-ce que notre visite vous déplaît, monsieur Vergne? Ou alors vous êtes un peu titillé dans votre curiosité sur notre façon de procéder auprès de vous? Et tout ce qui est technologie devrait vous plaire normalement, puisque ça a été votre source d'inspiration principale. Vous avez même anticipé des inventions qui seront faites bien après votre siècle. Baisse encore de la température là. Je sais pas pourquoi, mais quand on a commencé la visite, je suis venu installer différents matériels ici. J'étais attiré par cet endroit. C'était votre cabinet de travail. C'était là où vous mettiez en forme vos idées. Vous avez fait voyager des millions de personnes grâce à votre écriture, à vos histoires. Je vous ai interpellé tout à l'heure du côté d'un petit poème qui vous a tenu à cœur, car avant d'être un auteur mondialement connu, encore une baisse de température. Il réagit vraiment beaucoup là, regarde. En plus, vous adoriez les opéras, vous adoriez le cirque. Nous serions vraiment très honorés que vous nous fassiez un signe de l'au-delà. Vous avez participé avec l'un des fils d'Alexandre Dumas à des séances de spiritisme. À votre tour, à vous de nous faire un signe. Franchement, mon ressenti, moi, c'est l'un des moments les plus forts que j'ai eu pour l'instant. J'étais accroupi, j'ai vraiment eu une sensation de courant d'air. Mais en tout cas, si c'est vous, monsieur Vergne, ou quelle quantité, on vous remercie énormément. Donc, c'est vrai que le cas de il se manifeste et là ça réagit pas mal. Après, les lumières, il y en a dans toute la maison. Et
et ne réagissait pas particulièrement. Sauf que là, moi, le ressenti que j'ai eu, c'était Voilà. pas électronique. C'était vraiment... La première chose, c'était la sensation de froid qui m'entourait le bras gauche. Est-ce que vous voulez bien me donner la main? Me toucher? Faites-nous ce privilège, monsieur Verne. Moi aussi, je suis originaire de la Loire-Atlantique, de Nantes, votre ville natale. Mon papa est né là-bas également. Et vous avez été un grand auteur ici, sur Amiens, et vous avez été aussi agent, conseiller municipal. Excusez-moi, je bafouille un peu car je suis un peu ému. J'ai l'impression que c'est parti. Bah, le K2 là, il est toujours allumé. Ouais, mais c'est peut-être la vitrine lumineuse derrière, non? J'ai bougé. Écoutez, monsieur Verne, si vous êtes à proximité, n'hésitez pas à nous suivre. Est-ce qu'on tente une série de Spirit Box ici? Ok. En tout cas, n'hésitez pas à nous suivre si vous souhaitez continuer l'aventure avec nous, monsieur Verne. Alors, monsieur Vergne, ou alors quelle que soit l'entité présente en ces lieux, là, nous nous trouvons dans le grenier et nous allons tenter de vous interpeller par le biais d'une Ghost Box. Donc celle-ci balaye des fréquences FM et si on capte quelque chose, eh bien, il se peut que ça peut être une réponse. Bonjour, je me présente. Je m'appelle Jean-Pierre, je suis accompagné de Véronique et Édouard. Ouais, là c'est pas bon. Tu pourras aller chercher éventuellement Véro. Voilà, je vais la chercher. Chercher la Ghost Box en bas. Après, c'est intéressant aussi, hein, que c'est rare quand on arrive quand même. Bon, ça, c'est la radio ou la FM. Ouais. Mais bon. C'est aussi un. Alors, l'utilité de cet outil, c'est utiliser les fréquences blanches pour vous permettre éventuellement de communiquer avec nous. Je vous rappelle que nous avons la chance de visiter de façon un peu insolite votre ancienne maison. Je sais que vous avez participé à des séances de spiritisme car c'était à la mode à votre époque. Et nous serions vraiment très honorés d'avoir
Une réponse de votre part. Bon, hop, voilà. Donc voilà, je me permets un petit peu de recommencer. Là, on fait une enquête en direct parce que nous n'avons pas forcément du temps devant nous. Non, c'est pas bon. On capte la radio là, on capte les ondes FM. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher la Spirit Box que nous avons laissée à côté du bureau. Je reviens tout de suite. Alors je vous rappelle que pour des raisons un peu techniques, nous n'avons pas pu avoir la possibilité de faire éteindre toutes les lumières. Mais on prend ça plutôt comme un plus. Alors nous avons ramené une deuxième Spirit Box. Celle-ci permet de balayer et au niveau de sa conception, elle est suffisamment blindée pour ne pas capter les autres ondes. Mais utiliser ce son, ce bruit blanc pour tenter de rentrer en communication avec nous, quel que soit l'esprit présent en ces lieux. Est-ce qu'une entité, une âme est présente aujourd'hui et en ce moment même dans le grenier avec nous? Fluctuation du K2. Est-ce que ce son vous incommode? Véro, tu veux interpeller? Oui. Donc alors, température de 22, et je sais pas si ça change beaucoup. Non, ça change pas. Ça change, ça Il y a vraiment eu une variation de température tout à l'heure. Ça augmente un peu là, 21, 22. Est-ce que vous pouvez faire varier le K2 de la même façon que vous l'avez fait dans la pièce? Est-ce que ce grenier, que l'on appelle ici le grenier Capharnaüm, est-ce qu'il est habité? Est-ce que des petites âmes, des esprits vivent ici, sont en permanence, avec tous les gens qui viennent le visiter? Est-ce qu'il y a des habitants dans cette maison? Réagissez. Faites réagir le K2. Répondez. Voilà. Honorine, Michel, quels que soient les habitants présents ici, l'ancien propriétaire, est-ce que quelqu'un est présent avec nous? Utilisez le bruit blanc de la Spirit Box pour nous répondre. Vous leur faites un bruit distinctif. Tapez le sol. Venez nous toucher.
À la fin de cette enquête, nous tentons d'interroger la planche Ouija, qui nous semble un bon complément pour l'obtention d'indices. Malgré notre scepticisme sur le procédé Ouija, à notre grand étonnement, nous allons constater rapidement une activité de la goutte. Tu veux que j'ouvre la séance? Alors donc voilà, nous sommes tous les trois réunis, donc avec donc, JP, moi-même, et puis Edouard qui d'habitude est derrière la caméra, mais là, comme on n'est pas très nombreux, donc il va participer aussi à la séance. Donc nous ouvrons la séance et nous demandons en toute bienveillance à un esprit, une âme qui serait présente, qui habiterait ce lieu, de nous répondre, d'interagir avec nous au moyen de cette planche Ouija. Voilà, c'était une pratique qui existait au XIXe siècle en France, qui était assez répandue. Il y avait même des cercles spirites à cette époque-là. Donc on a voulu faire un hommage à cette pratique, à ce lieu qui s'y prête énormément. Donc voilà. Manifestez-vous. C'est toi là? Je te jure que non. Je pensais que c'était toi. Non, non. Oui, c'est personne, c'est comme ça. Donc il faut se laisser aller, en toute bienveillance. Moi j'ai plein de frissons. Esprit, tu l'as? Si c'est le cas, va vers le oui s'il te plaît. Est-ce vous, Honorine? Si c'est le cas, dirigez-vous vers le oui, s'il vous plaît. Si ce n'est pas vous, allez vers le non. Non. Donc vous n'êtes pas Honorine. Vous n'êtes pas l'épouse de Jules. Êtes-vous l'une des filles d'Honorine? Honorine avait 2 filles avant Michel, le fils de vous et de Jules Verne. Qui êtes-vous? On va essayer de bien déchiffrer les lettres qui peuvent nous apparaître. Pour l'instant, j'ai l'impression que ça se balade, mais ça se passe sur rien. Il y a eu un V là. Il y a eu tout à l'heure aussi YW. Est-ce qu'une âme, une entité est présente avec nous cet après-midi? Donc VE. J'ai rien du tout là. Non. C'est fou. Il faut vraiment que les doigts effleurent la goutte. Après, Moi, c'est clair qu'on a de l'énergie qui bouge dans Là, le bras. il y a de l'énergie. Il y a de l'énergie qui bouge de notre bras, ça c'est clair. Attention sur un truc. Je l'ai Moi fait aussi, peur. c'est pareil. Mais moi Ouais, aussi, ouais. moi aussi, mais c'est pas moi qui fait bouger quoi que ce soit. Hein. Après, c'est peut-être notre synergie. Alors après, il faut se recentrer sur ce qu'on vient faire. Mhm. Sachant qu'on n'a pas beaucoup de Nous n'avons pas compris le message. Donc on a... Est-ce qu'une entité est présente avec nous? Si c'est le cas, dirigez-vous vers le oui. Peut-être. Pardon? On a eu le pentacle là. Donc c'est l'homme. Oui. Ok, merci. Merci, merci. Donc une présence est avec nous. Pouvez-vous nous dire votre nom, ou votre prénom? Tout à l'heure, nous avons eu Vert.
Y. Avec l'énergie vers toi. Vers moi? Vers Jules. Et donc. Y, J, X. Tout à l'heure, nous avons eu le privilège d'avoir un ressenti au bureau. Êtes-vous une personne française? Ou est-ce un prénom étranger? Vous êtes française? Ouais, c'est un prénom étranger. Non, peut-être. Il y a de l'énergie là. Donnez-nous votre prénom. Ou votre surnom, enfin, un mot qui permettrait d'avoir une petite idée. C'est peut-être difficile, un mot complet. Est-ce que les chiffres mentent généralement rarement? Les chiffres sont universels. Pourriez-vous nous donner... Pourriez-vous nous donner votre date de naissance, s'il vous plaît? Oui, 1. Sept. 1, 7 ou 17. 2. 1725. Sachant que cette maison date du 19e. Pourquoi la boussole? Vous avez quelque chose à voir avec les voyages, avec l'espace, avec le monde. Donnez-nous un indice qui permettrait de vous localiser, en tout cas de connaître votre origine. Vous êtes un esprit bienveillant. Est-ce que c'est le cas? Encore la boussole, donc un lien avec l'orientation, avec l'espace, le monde. Avez-vous à voir avec l'histoire riche de cette maison? Écoutez, on a du mal à comprendre les lettres que vous nous indiquez. Non, d'accord. Excusez-moi, je réponds avant vous. Vous n'avez pas à avoir à faire avec l'histoire riche de cette maison. Alors, qui êtes-vous, s'il vous plaît? Donc le 8, si on s'en réfère à la symbolique, c'est le symbole de l'infini, du monde infini, de l'au-delà. Et quelle lumière? Bah, elle n'est pas branchée. Elle est allumée. Oui, si elle s'est éteinte. Oui, mais celle-là n'est pas branchée. Donc elle ne pouvait pas t'allumer. Même qui s'est éteinte. Tout à l'heure, nous avons eu des fluctuations. Oui, il y a quelque
quelque chose de lumière. On a eu des sensations de froid, d'être touché. Est-ce vous? H. O. Compliqué. Écoutez, nous sommes un peu perdus par cette discussion. Ce qu'on va faire, c'est comme c'est incompréhensible, on va revenir sur le mot fin et retenter une connexion. Car là, la discussion est incompréhensible. Vous êtes d'accord avec nous? Ok, très bien. Merci. Les Gémeaux, Ah ouais, pareil. mais on ne le fait pas. Ouais, ouais. Après, la Ouija, c'est personnellement, ça fait 3 fois qu'on l'utilise. On se demande, on est un peu dubitatif par rapport à cette planche de jeu, hein, parce qu'à la base c'est quand même un jeu. Et il y a des personnes qui arrivent à avoir des communications avec, par l'aide de cet outil. Nous, pour l'instant, ça reste encore le brouhaha. En tout cas, on tenait à remercier les âmes présentes ici. On remercie, si vous étiez présents avec nous, Jules Verne, Honorine, Michel, l'esprit d'Hetzel peut-être, ou alors d'autres entités. Et on remercie également d'avoir tenté de rentrer en communication avec nous. Et j'espère qu'on se reverra bientôt. Je peux entendre un petit voix. Ah bon? Quand ça? Là, genre de... Ouais, un truc bizarre. Il était temps pour nous de mettre un terme à cette enquête. Les maisons d'écrivains sont imprégnées d'une ambiance toute particulière, et nous voulions voir si une personnalité telle que Jules Verne avait pu laisser son empreinte dans ce lieu cher à son cœur. D'un point de vue des preuves matérielles et sonores, 3 PVE se dégagent, laissant ainsi planer le doute sur nos interprétations. Et puis ces réactions de K2 à répétition, qui ne sont pas liées à l'installation électrique comme le démontrent les images. Cette sensation de froid ressentie physiquement est inédite depuis le début de nos investigations, avec ce sentiment d'avoir eu un contact privilégié après l'écoute de ce poème mis en musique. Pour finir, cette séance Ouija qui semble nous mettre en lien avec une entité intelligente, mais sur une très courte durée. Comme souvent, nous repartons avec des doutes, des questions, et les réponses restantes sont encore insuffisantes. Alors que nous commencions fortement à douter sur notre envie de continuer nos expériences sur le monde des invisibles, nous sommes dans notre fort intérieur, déterminés à poursuivre l'exploration et vivre d'autres voyages extraordinaires.